Hello, bienvenue sur LM Talk, le podcast qui met en avant les acteurs et actrices de l'industrie musicale. On se retrouve dans ce nouvel épisode où on va parler de journalisme et aussi de relations presse. Et pour ça, j'ai comme invité Théodore Cohen. Bonjour. Salut, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, comment tu vas ? Bah écoute, ça va. Hein. Ça va. Ça va bien. Il y a eu des petits problèmes de trajet, mais on a réussi. Un trajet un peu plus long que prévu, ouais. Ouais. Alors, pour commencer cet épisode, je voulais te proposer peut-être que tu te présentes tout simplement, que tu présentes un peu la structure que tu as créée, etc. Je m'appelle Théodore, du coup. Je suis fondateur de Newton, qui est une structure dédiée à l'émergence d'artistes rap. Donc, d'un côté, on a un contenu éditorial qui se veut prescripteur, et de l'autre côté, on a de l'accompagnement avec Newton+. C'est toujours un petit peu flou pour les gens, donc j'essaie toujours de donner des exemples pour qu'on puisse situer un peu l'étendue de l'activité. Donc, par exemple, j'ai donné sa première interview à Bébé Jacques, j'ai accompagné ADVM en relations presse jusqu'à sa signature chez Capitol, et j'ai produit des concerts avec des artistes comme Ruki, Akissi ou Jeune Lion, par exemple. Voilà, donc ça donne un petit peu l'écosystème Newton, quoi. Dans un premier temps, on va s'intéresser sur l'aspect un peu média, et puis on va revenir un petit peu sur Newton+, pardon. Okay. Je trouvais ça intéressant que tu puisses peut-être définir ce qu'était un média pour toi, pour commencer. Ce qu'est un média, c'est une bonne question que je me suis beaucoup posée en ce qui me concerne. Après beaucoup de réflexions sur justement ce qu'était un média, ce qu'étaient moi mes modèles de médias quand j'ai grandi et quand j'ai eu envie de lancer Newton, etc. Je suis un peu arrivé à la conclusion que Newton, c'est pas tant un média dans le sens où depuis le début, la mission, c'est pas d'être observateur, mais d'être aussi acteur, dans le sens où vraiment, si on veut remplir la mission de faire découvrir des artistes, le fait d'être un média et d'observer une certaine scène, ça va nous bloquer en termes de découverte pour ces artistes-là. Donc, au bout d'un moment, en fait, j'ai arrêté de me poser la question de quelle est la définition d'un média, comment rentrer dedans en tant que Newton, etc. Mais ouais, pour te répondre un peu plus simplement, un média, en tout cas un média musical, c'est une vision de la musique et ensuite un public qui la suit, quoi. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, Newton fait partie de ce qu'on appelle un petit peu, justement, dans le vocabulaire un peu commun, c'est un néo-média, si je puis dire ça comme ça, parce que ça se développe via les réseaux sociaux, etc. Et vous avez une ligne éditoriale qui est particulière, qui se définit par le slogan les chiffres mentent, mais pas la qualité, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Quelle était ta vision quand tu as voulu mettre ça en avant ? Ce slogan-là en particulier ? Parce qu'en fait, je trouve que ça va un peu à l'encontre de ce qui se fait dans les médias musicaux actuels. Ouais. En fait, il y a plusieurs strates à ça. La strate la plus personnelle à ça, c'est la qualité, c'est subjectif. Donc, dans tous les cas, en fait, ce slogan-là, non plus, il peut pas mentir, parce que ma définition de la qualité, c'est pas la même que la tienne, c'est pas la même que celle d'un tel, etc. Donc, en fait, à chacun d'écouter la musique qu'il veut, et effectivement, peu importe les chiffres. Donc, l'idée, c'était vraiment de montrer que nous, en tant que plateforme, en tant qu'espace qui parle de musique, on s'intéresse pas à qui fait les plus gros chiffres, et on n'a pas une vision objective de la musique, on a une vision vraiment subjective. Il y a des médias justement qui essayent d'avoir une approche beaucoup plus objective qui se comprend, parce que on peut considérer que quand un artiste fait plein de streams, etc., peu importe si on l'aime ou pas, il faut parler de lui en tant que média, c'est notre rôle d'informer, et ça s'entend. Mais moi, c'est pas du tout le choix que j'ai fait quand j'ai lancé Newton avec mes amis, c'était pas ça qui nous intéressait. Donc ça, c'est la première strate, et ensuite, il y a d'autres strates, chacun le comprend comme il veut, il y a des gens qui le comprennent par rapport aux achats de streams, etc. Mais la vraie raison pour laquelle c'est notre slogan, c'est que voilà, nous, on s'intéresse à ce qu'on estime être la qualité, et on espère que notre travail puisse créer du chiffre aussi pour les artistes, quoi. Et je trouvais aussi que ça allait un petit peu... en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti d'une certaine manière. C'était un petit peu aussi cette volonté d'aller un peu à contre-courant de, par exemple, ce que peuvent proposer les médias qu'on qualifie de mainstream un petit peu. Et je trouvais ça intéressant parce que du coup, il y avait... Tu l'as dit, il y avait de la subjectivité, il y avait une volonté d'aller sur de l'émergence qui devient quelque chose qui est de plus en plus commun aujourd'hui dans les médias qui se développent. Mais je trouve que vous avez été un petit peu précurseur, entre guillemets, sur
Je sais pas dans quelle mesure on a été précurseur, notamment parce que moi, quand on a lancé Newton, j'avais pas de réseaux sociaux, j'avais pas Instagram, j'avais pas Twitter, je connaissais rien. Et donc, j'avais un bagage de connaissances des médias qui parlaient notamment d'émergence, etc. Essentiellement à travers YouTube et le web, donc à travers les pages que je suivais depuis que j'étais jeune, Bouscapé, l'ABCDR du son, Rapélite, etc. Et donc quand on a lancé Newton, pour le coup, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà d'autres acteurs comme 1863 à l'époque, Pépite FR, qui étaient essentiellement sur Twitter, là où moi j'ai ouvert Instagram et je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être là le bon endroit pour parler de musique plutôt que de faire un Tumblr ou un blog. J'étais vraiment un boomer à ce niveau-là à ce moment. J'ai fait du chemin depuis, j'espère. Et sur le côté à contre-courant, en fait, dès le début, quand on s'est réunis avec mes potes pour le créer, le but, c'était surtout pas de chercher à remplacer ou à faire comme les médias dont on était déjà fan. On était déjà fan de Bouscapé, on était déjà fan de l'ABCDR, de Rapélite, etc. Aucun intérêt de refaire la même chose, d'autant que justement, notre envie de lancer Newton, c'était de combler un vide, pour nous en tant qu'auditeurs, un vide qui faisait que, à l'époque, c'était un Freeze Corleone, c'était le roi de SoundCloud, mais les médias mainstream ne l'avaient pas identifié, etc. Donc nous, on se disait, pourquoi personne n'en parle, et nous, ce serait cool d'en parler et de leur donner une tribune la plus crédible possible. Il y avait quand même cette volonté justement d'avoir un truc crédible, mais pour des artistes que personne connaît ou dont personne parle. Et ce truc-là, de être là où il n'y a pas grand monde, c'est vraiment un truc que j'essaie de garder et qui donne sens en fait à ce que je fais, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de, entre guillemets, concurrence. C'est plus des partenaires à mon sens, dans le sens où on a tous une même mission, mais effectivement je vois pas l'intérêt qu'on parle tous des mêmes artistes. C'est au public aussi d'aller diguer des médias s'il a envie vraiment d'aller découvrir des artistes, quoi. Totalement. Et il y a je le disais tout à l'heure, mais ces derniers temps avec les réseaux sociaux, du coup ces dernières années, et j'en suis la première victime si je puis dire ça comme ça, c'est qu'il y a énormément de personnes qui veulent se lancer dans la création de néo-médias. Et dans une interview que tu avais fait du coup justement sur le journalisme avec Raphaël Dacruz, Sandra Gomez et et Wafa Mamesh. Exactement, j'avais peur de mal dire son prénom. Et Wafa, du coup, il y avait une question que tu avais posée et justement sur le statut de journaliste. Et Raphaël Dacruz avait dit qu'il y avait de plus en plus de médias, mais de moins en moins de journalistes. Ouais. J'avais trouvé ça pertinent parce que je me posais la question de savoir est-ce que c'était réellement quelque chose de négatif et est-ce que c'était aussi véridique ? Parce que aujourd'hui, je trouve dans le milieu artistique, il y a énormément d'autodidactes aussi. Donc, il y a un peu ce questionnement de qu'est-ce qu'un vrai journaliste et est-ce que pour toi, c'est aussi, tu es d'accord avec ce qu'il a pu dire ? Je suis un peu d'accord, j'ai pas autant d'expérience et du coup autant d'analyse que lui notamment par rapport à la quantité et à la qualité des journalistes. Et lui, il a vécu plus d'époques en tant que journaliste que moi, je n'ai vécu même, alors pas en tant qu'auditeur, mais en tant qu'acteur un peu du truc. Je me considère pas comme journaliste. Donc pour te répondre, déjà je vais commencer par reprendre les mots de Wafa qui précisait que il n'y a pas forcément une formation pour devenir un vrai journaliste, c'est vraiment plus une question de démarche et d'associer de la nuance, même quand on est subjectif, d'associer de la nuance dans sa manière de parler ou de recontextualiser les choses, etc. Donc je pense que c'est cette démarche-là qui fait un vrai journaliste ou non. Je pense effectivement que notre époque fait que c'est moins attractif. Bon, déjà, économiquement, c'est un emploi qui a l'air d'être très, très précaire ou en tout cas où la stabilité est difficile à acquérir. Et je pense aussi que l'accessibilité, justement, des nouveaux outils pour parler de musique, elle n'est pas forcément intuitive par rapport à l'idée d'avoir une démarche particulièrement poussée. Parce que ce que le public va consommer facilement, c'est en ce moment par exemple, c'est des reacts de 30, 60 secondes, 1 minute 30 sur une actu, un sujet, un machin, ou alors des écoutes d'albums, etc. Encore que, voilà, les écoutes d'albums, il y a plein d'exemples historiquement où on arrive à avoir une vraie nuance, un vrai contexte qui est apporté, etc. Aujourd'hui, dans ce que moi je vois un petit peu, il y a de tout. Est-ce que c'est négatif si je reprends ta question ou est-ce que c'est, enfin, je sais pas si c'est négatif. Encore une fois, je pense que c'est au public d'aller chercher ce qu'il veut et des journalistes, il y en a. Il y a qu'à ouvrir Mosaïque, que ce soit leur journal papier ou que ce soit leur compte Instagram ou 33 Carats ou etc.
Radical qui a refait sa naissance récemment. Donc il y a des journalistes, au public de choisir où il veut s'informer et de quelle manière. Il y a des créateurs qui sont pas journalistes et qui font du contenu qui est intéressant, ou le simple fait d'avoir envie de se divertir avec des créateurs qui sont même pas forcément des fois intéressants, mais juste qui nous permettent de nourrir un peu notre passion, de réagir, de trucs. Je pense pas que ça ce soit foncièrement négatif, je pense que ça fait partie de l'époque. Mais c'est cool, en tout cas, en tant qu'auditeur, de se demander qu'est-ce qu'on a envie de consommer, qu'est-ce qu'on a envie d'apprendre, où est-ce qu'on a envie de mettre nos efforts là-dessus, à quel point on est passionné aussi. Donc voilà, je pense que l'offre, elle est beaucoup plus large. J'ai l'impression qu'il y a un peu une transmission qui a sauté entre une ancienne génération de journalistes et la nouvelle génération de soit jeunes journalistes, soit jeunes créateurs, de manière générale, et créatrices. Mais voilà, c'est l'époque qui est comme ça aussi, quoi. Ok. Tout à l'heure, tu as dit deux choses qui sont restées dans l'oreille. Tu as dit que toi, tu ne te considérais pas comme journaliste, et j'aimerais bien revenir sur ça. Et ensuite, reprenons sur ça. Okay. Voilà. Tu as dit que tu ne te considérais pas comme journaliste. En vrai, très simplement, parce que je te dis, je me suis beaucoup pris la tête avec ce terme de média, avec cette notion de journalisme, etc. Et il y a un moment où j'ai juste arrêté. Donc, je fais ce que j'ai envie de faire, de la manière dont j'ai envie de la faire. Si on a envie de me dire que je suis un créateur de contenu, une agence de com, un consultant, un journaliste, un passionné, ce que tu veux, ça me va. Moi, je fais ce que j'ai à faire, quoi. Elle est intéressante, cette frontière. On va en reparler rapidement après, parce que tu en avais aussi parlé dans des contenus que tu as pu faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a réellement une redéfinition un petit peu de ce métier et du monde médiatique. Je sais qu'il y avait Camille Emily aussi qui se considérait un petit peu à la frontière entre journaliste parce qu'elle faisait des chroniques chez Move, mais aussi créatrice de contenu, entre guillemets, parce que avec ses réseaux sociaux, c'est comme ça qu'elle promouvait, qu'elle faisait la promotion de son travail. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui pose des questions. Maintenant, là où j'aimerais aussi revenir sur ce que tu as dit, c'est par rapport à l'aspect économique du monde journalistique. Moi, je me suis posé la question parce que pour avoir essayé de développer des médias et tout, je sais que en réalité, on ne gagne pas d'argent en postant des posts Instagram. Vous avez créé une plateforme à côté avec Newton Plus. Est-ce que ça a été un petit peu la manière de pouvoir trouver aussi une stabilité économique et Ouais, en vrai, c'était le plan depuis le début. Comme je te disais, moi, je connaissais rien à l'industrie musicale quand on a lancé Newton et j'avais même pas de réseaux sociaux. Donc j'étais à des millions de kilomètres de penser que certains médias vivaient grâce à des contenus rémunérés, etc. Alors avant qu'on lance Newton, Bouscapé était dans son era où il faisait beaucoup de vidéos YouTube où il y avait des sponsors comme Oasis, etc. Donc je comprenais le modèle économique qu'il y avait derrière et qui était logique, mais je pensais pas que par exemple un média sur Instagram, etc. J'ai découvert ensuite qu'on pouvait vendre de la promotion sous différentes formes, mais moi ça m'a jamais trop attiré. Et aussi comme on parle vraiment des artistes émergents et indépendants, par définition c'est des artistes qui n'ont pas trop de budget. Notre mission c'est de les découvrir, donc c'est moi-même ou nous-mêmes qui allons vraiment aller les dégoter, etc. Donc on va pas aller les chercher, leur demander de payer. En vrai, ça n'avait pas de sens pour moi. Ouais. Juste pour remettre un petit peu en perspective pour les gens qui nous écoutent, il y a dans le monde médiatique, donc il y a le fait de poster un article et il y a aussi le fait donc c'est de l'aspect marketing, de pouvoir proposer une mise en avant, une visibilité en échange d'argent. Tout à fait. Que Bouscapé peut proposer, par exemple, mais que vous ne faites pas, vous, chez Newton. Qu'on ne fait pas, nous, et il n'y a vraiment pas de jugement de valeur là-dessus, en vrai, parce que je pense que, comme on dit, l'économie des médias, elle est difficile, et il faut préciser que le contenu éditorial, les choix éditoriaux sont pas antinomiques avec le fait de faire du marketing et de vendre des contenus. C'est un petit peu plus nuancé, un peu plus complexe que ça, parce qu'il y a tout un espèce d'imaginaire qui s'est construit autour des médias qui sont forcément payants, etc. Non, c'est un tout petit peu plus complexe et un peu moins malaisant que ça, même s'il y a une question éthique qui se pose, c'est sûr, notamment autour de la transparence. Et quel est ton avis là-dessus, toi ? Franchement, mon avis, il est là, c'est que ça existe. Je trouve pas que ce soit... ça me pose pas tant de problèmes que ça existe, c'est-à-dire qu'il y ait des arrangements entre médias, labels, pour faire de la promotion, etc. Je pense que de toute façon, à la fin, c'est le public qui choisit en vérité s'il a apprécié ou non telle ou telle chose. Je pense juste qu'effectivement,
peut-être par honnêteté, on aurait envie qu'il y ait une transparence sur qu'est-ce qui est rémunéré et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est les mots de Sandra Gomez avec lesquels j'étais assez d'accord dans l'interview que je lui ai donnée. Mais la réalité, elle est compliquée. Faire comprendre à des labels qu'il va y avoir marqué contenu sponsorisé sur le post pour promouvoir un artiste, c'est actuellement très compliqué. Le rapport de force, il n'est pas... En tout cas, on peut penser que le rapport de force n'est pas suffisamment fort, suffisamment du côté des médias pour que ça puisse changer. Moi, ça, en vérité, spécifiquement, je pense que si tous les médias se mettent à vraiment changer leur manière de fonctionner là-dessus, le rapport de force, il peut évoluer. Mais bon, maintenant, justement, du coup, il y a toute cette question de création de contenu, etc. Donc, il y a un marketing un peu plus évident sur lequel le public a l'habitude que quand tu ouvres une vidéo de Squeezie, il te vend tel truc, Donc, le public est un peu plus habitué à ça, pour l'instant. Mais j'ai l'impression que dans le public rap, par exemple, il y a ce truc un peu de... Comment dire, de rejet de cette non-transparence, si je puis dire ça comme ça. Je pense dans la niche dans laquelle toi et moi on est, c'est-à-dire où vraiment on digue et vraiment on s'intéresse à l'industrie, etc. Oui, mais je pense que hors du rap aussi, ça peut surprendre ou choquer que des publicités dans certains médias comme Télérama ou quoi, ou des articles soient rémunérés. Donc c'est dans tous les milieux, hein. Dans le rap c'est particulier parce qu'on a un écosystème digital qui est très développé, et on a aussi beaucoup du coup d'artistes indépendants qui savent pas trop comment faire et qui finissent par payer des stories à 50 € sur des médias pas crédibles. C'est encore autre chose. Moi, là on parle des médias crédibles qui font du marketing. C'est ça. Là on parle dans le parce que là t'as ouvert une porte où on là peut on parler est sur longtemps. le bon côté du marketing, parce que c'est vrai qu'après il y en a qui abusent aussi et qui dérèglent un petit peu ce marché et qui peuvent aussi décrédibiliser justement l'aspect médiatique, je pense. Ouais. Je pense quand même. Mais aux artistes aussi, même si c'est dur en tant qu'artiste quand on est passionné, quand on veut vivre son rêve et qu'il y a une opacité par rapport à comment fonctionne l'industrie de la musique, comment faire connaître sa musique, etc. C'est dur de juger un artiste qui a payé une story à 50 €. Mais en vrai, si tu te poses 2 secondes, tu peux comprendre et te rendre compte que cette story, elle vaut pas le coup d'être achetée et que ce média-là, c'est peut-être pas celui sur lequel tu as envie d'apparaître là tout de suite parce que tu vas être noyé. Je parle même pas d'achat de followers, etc. sur ces médias. Je parle juste de c'est un flux dans lequel t'as pas ta place, quoi. Donc en te renseignant un petit peu, en regardant juste le média avec un peu du jeu, en vrai, tu peux trouver. Mais et aussi, c'est pernicieux quand c'est pas cher comme ça. C'est ça. T'as envie de tomber dedans, quoi. C'est ça, exactement. Puis en fait, je pense que c'est toujours la question quand on est artiste en développement. En réalité, c'est l'aspect stratégique qu'il faut aussi prendre en considération, et d'avoir justement de ne pas trop être dans le « ok, je veux réussir, je veux y aller », et du coup de pas être dans la réflexion, parce qu'en fait on tombe très facilement dans ce genre de piège. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont conscience de ça aussi et qui peuvent en abuser, je trouve. J'aimerais aussi un peu revenir sur cet aspect d'utiliser les médias de manière promotionnelle. Il y a un phénomène qui est beaucoup apparu dans l'industrie musicale ces derniers temps, c'est ce qu'on appelle les industry plants, qui pour moi franchement, je trouve que c'est intéressant à étudier. Et je suis assez mitigée sur le sujet parce que je vois pas nécessairement le mal à ce que des artistes puissent émerger en étant déjà accompagnés. Mais il y a quand même un fort rôle des médias là-dedans. Et du coup, j'avais envie d'avoir ton point de vue aussi sur ça. Je sais que c'est pas forcément quelque chose auquel vous participez avec Newton, si je puis dire ça. Non, comme ça. mais en fait, je pense que tout le monde y participe d'une manière ou d'une autre, dans le sens où je pense pas que ce soit un phénomène nouveau, industrie plante. Je pense qu'on en parle depuis récemment et le terme est devenu populaire depuis récemment. Mais ça existe déjà depuis en fait, longtemps. c'est le principe de l'industrie musicale, c'est de trouver des chanteurs, des chanteuses, de les adapter dans un truc qui est pertinent par rapport à l'époque, de leur trouver les bons musiciens pour accompagner leur musique et qui vont les guider aussi et faire que ça fonctionne, etc. Donc en fait, à partir du moment où on fait de la musique de manière industrielle et qu'on entre là-dedans, quand je dis de manière industrielle, c'est pas forcément l'inverse de artistique, c'est juste quand on rentre dans l'industrie de la musique, qu'on a une équipe qui va justement faire du marketing, faire des relations presse, qui a un label derrière, etc. Il y a forcément un truc d'industrie, et le rôle de l'industrie, c'est aussi justement de faire émerger ces artistes-là. Et effectivement, à l'artiste, aux équipes, de voir comment ils arrivent à garder l'authenticité de l'artiste, etc. Mais en fait, derrière un artiste, il y a toujours, il y a souvent quelqu'un qui a choisi la prod, ou qui a façonné l'univers, ou qui a validé tel titre, ou pas tel titre, etc. Et dans ce cas, en fait, très rapidement, il y a beaucoup d'artistes qui sont des industries plantes. Après, c'est une question d'intention, encore une fois, d'authenticité.
Mais je pense pas que ce soit nécessairement choquant que tu puisses avoir un DA qui met la main sur un artiste qui a un talent brut et qui l'aide à le façonner, à trouver le bon moment pour sortir la bonne musique et toucher le bon public. Je pense que c'est un peu ça. Moi, le, je suis assez le d'accord truc. avec ça. Mais je pense que en fait, ce qui dérange les gens, c'est toujours ce truc un peu d'authenticité où tu sais, on essaye de maquiller la chose alors que si c'était pleinement assumé, je pense que ça poserait peut-être moins problème. Il y a des artistes qui n'ont pas besoin de l'industrie derrière eux pour ne pas être authentiques, hein, malheureusement. Il y a des artistes C'est qui vrai. juste font comme, Mm-mm. parce qu'ils se disent que c'est comme ça qu'eux, etc. Et du coup, ils sont pas super authentiques. Est-ce que c'est des industries plantes? Non, la seule différence, c'est que ils réussissent pas, quoi. Enfin, ou ils se font pas connaître. Totalement. Pour continuer un petit peu dans cet aspect de responsabilité, si je peux dire ça comme ça, il y a quelque chose que personnellement j'apprécie beaucoup chez Newton, c'est le côté un peu engagement aussi. Récemment, il y a énormément de choses qui ont été mises en avant sur l'industrie musicale et des mauvaises choses également. Tu as fait un post il y a quelque temps sur justement les violences sexistes et sexuelles qui sont de plus en plus dénoncées dans l'industrie musicale, mais qui ne diminuent pas malheureusement. J'avais à cœur de te demander quelle était l'importance pour toi d'avoir ce côté un petit peu, du coup, d'engagement envers ça. Il y a eu Mosaïque aussi qui a traité sur ce sujet. Quelle est la responsabilité? Beaucoup plus que Newton, de manière beaucoup plus poussée. Quelle est ma responsabilité? En gros, pour moi, c'est juste logique, aussi bien de manière personnelle que dans ce que je comprends de ce qu'est le rap et dans ce que moi ce qui a fait que moi j'apprécie le rap, qui est une musique qui m'a vraiment éduqué, appris des choses, appris des valeurs, etc. Donc c'est logique pour moi que ça se retranscrive dans le travail que je fais. Et en vrai, ça va pas beaucoup plus loin. C'est juste, pour moi, la musique, c'est un vecteur culturel hyper puissant. Et si la musique ne reflète pas le progrès, dans ce cas, on risque de rester bloqué. Alors que quand des artistes prennent la parole ou quand on utilise la musique pour réfléchir à certains sujets, là, on parle de quelque chose qui parle à tout le monde, la musique, pour faire réfléchir à des choses auxquelles on n'a pas forcément toujours envie de réfléchir, ou ceci, cela. Donc, ouais, moi, j'écoute beaucoup de musique à du sens. Et j'ai envie que la plateforme sur laquelle je travaille, de manière en plus indépendante, elle ait du sens, quoi. J'ai envie qu'elle serve à quelque chose là-dessus. C'est ça. Mais c'est pas... j'ai l'impression que c'est trop peu commun dans l'industrie. Ça se développe de plus en plus parce qu'il y a des mouvements qui font que... Et je pense qu'il y a un moment donné où c'est aussi une logique de suivre les choses qui se développent. Mais c'est encore, en vrai, très peu développé en réalité. Ouais, honnêtement, je change souvent d'avis sur cette question-là, mais pareil, j'ai pas trop de jugement de valeur sur qui est engagé ou non, de quelle manière, sur quel sujet, etc., parce que c'est personnel. Bien sûr. Et derrière les médias, il y a aussi des humains qui peuvent être touchés ou moins touchés par certaines choses, etc. Ce qui me choque personnellement, c'est que des artistes qui puissent être condamnés de violences sexistes et sexuelles puissent continuer à être promus. Donc là, il n'y a pas de question de classe et sans suite, de justice, de machin. Il y a des artistes qui sont vraiment condamnés et qui continuent à obtenir de la visibilité. Donc ça, c'est vraiment choquant. Après, où chacun se place face à la parole des victimes, etc., même si moi j'ai mon avis et qu'il est relativement radical, etc., et je dis vraiment relativement, je juge pas ceux qui ont un avis différent, parce que sinon on s'en sort plus. Et j'ai été aussi confronté au questionnement de, moi ma passion c'est pas de parler de violences sexistes et sexuelles, c'est de parler de musique. Donc j'en veux à personne de s'en tenir à ce qu'il passionne, tu vois. Et en vrai, si on prend les gros médias rap aujourd'hui, Raplume, ils prennent la parole, pas sur ce sujet-là. C'est dommage, j'entends, mais ils prennent la parole sur d'autres choses. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas engagés dans un minimum de mesures. Bouscapé, ils ont fait un virage éditorial qui donne vraiment la parole au quartier populaire et qui représente un peu plus que juste le rap maintenant. Et donc, c'est une forme d'engagement, voire des fois directement un engagement. Donc, voilà, après, il y a tout plein d'autres médias que je n'ai pas cités, etc. Mais en vrai, aussi, on ne sait pas comment s'engagent les gens dans leur vie personnelle. Totalement. Tu vois. Donc, voilà, il y a des trucs qui sont malheureux dans le sens où pourquoi cet artiste-là, on parle de lui alors que, vas-y, on sait qu'il est bizarre. Ça, je trouve ça choquant. Mais sur l'engagement au quotidien du média, machin, chacun fait sa manière. Non, ma question, elle n'avait pas du tout
Non, mais j'entends, mais du coup, je complète aussi. Bien sûr. Non, mais en vrai, je suis totalement d'accord avec toi. C'est juste que je pense qu'il y a quand même une... Enfin, comme il y a cet aspect informatif, je pense que c'est important aussi de pouvoir informer les gens sur ce genre de sujet, qu'ils puissent en prendre conscience. Les médias ont peur de prendre position sur certaines choses parce que justement, tu vois, il y a plein d'artistes qui sont accusés de violences sexistes et sexuelles, des affaires qui sont classées sans suite ou non, ou des affaires qui savent juste dans les couloirs, qui sont pas sorties publiquement, etc. Il y en a plein. Donc si demain, des médias qui ont des liens avec des labels, des liens financiers avec des labels, se mettent à parler de ça ouvertement avant qu'il y ait des vraies condamnations, etc., enfin des vraies condamnations, des condamnations judiciaires, pénales, il y a peut-être des liens qu'ils ont et qui vont se couper. Et donc peut-être qu'ils ont peur de ça et le cœur du problème il est peut-être aussi là. Donc il y a une notion de courage, c'est sûr, à avoir, mais après chacun doit vivre de ce qu'il fait aussi. Donc c'est cynique et voilà, moi j'ai ma manière de faire, mais... Non, mais j'entends totalement ce que tu veux dire. Pour changer un petit peu de sujet et aller sur quelque chose d'un petit peu plus léger, on va parler de l'autre partie de Newton, qui fait partie de Newton+, qui sont les relations presse. Comme je le disais, pour moi, c'est quelque chose qui est important dans la carrière d'un artiste. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, nous expliquer comment ça fonctionne, etc. Du coup, les relations presse, je démystifie souvent en commençant par dire que c'est essentiel, mais pas indispensable. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui arrivent à se développer très bien sans attaché de presse, sans relations presse. Donc c'est vrai que c'est toujours tentant pour un artiste de se dire il faut que les médias parlent de moi pour que mon projet perce, etc. Et donc évidemment, ça peut être un essentiel. Moi, j'ai des beaux exemples d'artistes avec qui j'ai bossé comme ADVM ou Sto, sur lesquels on a réussi, grâce à la médiatisation, à générer vraiment une transformation dans leur carrière, dans leur crédibilité, dans leur visibilité. Il y a d'autres cas d'artistes, peut-être un peu plus tôt, quand ils sont pas encore tout à fait construits artistiquement, ou quand le propos n'est pas encore super clair, etc., ou quand l'identité n'est peut-être pas assez singulière. Ça peut être un peu tôt dans une carrière de faire des relations presse. Mais donc, en tout cas, le but de ce métier-là, c'est de visibiliser le projet d'un artiste à un public qui suit des médias, donc en passant par leur plateforme à eux, pour en parler, idéalement avec des médias donc crédibles et idéalement avec des contenus les plus riches possibles en fonction de l'image que veut renvoyer l'artiste, du propos qu'il tient, etc. Et pour justement faire une campagne de relations presse pertinente, selon moi, il faut vraiment avoir fait un travail en amont avec l'artiste pour le comprendre, savoir d'où il vient, savoir où il veut aller, savoir ce qu'il veut dire, ce qu'il veut pas dire, ce qu'il raconte, quelle est sa particularité à lui ou à elle par rapport à ce qui se fait d'autre dans la musique actuellement. Donc voilà, il y a tout ça un petit peu dans les relations presse, au-delà de juste mettre un projet sur un média, c'est vraiment raconter l'histoire d'un artiste et la rendre claire et cool aux yeux du public. Donc pour toi, c'est important, si par exemple il y a un artiste qui te contacte pour ça, c'est important qu'il ait une sorte de storytelling qui soit déjà implanté pour pouvoir le communiquer dessus? Pas forcément déjà implanté, faut qu'il raconte quelque chose, faut qu'il ait quelque chose à dire qui soit un petit peu singulier, à mon sens, ou une manière de le dire qui soit un petit peu singulière. Mais en fait, souvent, moi, quand les artistes ils viennent me voir, alors il y en a quelques-uns qui ont une maturité artistique folle et qui ont déjà une idée très précise du storytelling qu'ils veulent avoir, etc. Souvent, juste, c'est très compliqué, il y a beaucoup de tiroirs, etc. Et dans ce cas-là, le travail que je fais, c'est de simplifier, d'aller chercher ce qui est vraiment essentiel dans ce storytelling-là. Et après, en fait, faut garder en tête que la musique, elle fait le reste du travail. C'est-à-dire, nous, on choisit un angle qu'on veut vraiment raconter, pousser, qu'on estime être intéressant. Mais après, toute la complexité de l'artiste, elle se comprend dans la musique. Et pour des artistes qui n'ont pas encore compris quelle est leur histoire, quel est leur rang, quelle est leur particularité, dans ce cas, on discute et moi, je remarque certaines choses qui corrèlent entre leur discours et leur musique. J'essaye d'appuyer, j'essaye de tirer un petit peu le fil et là, on trouve une histoire à raconter, quoi. Après, storytelling, c'est pas il était une fois, ceci, Bien cela, sûr. etc. Je précise pour certaines personnes qui pourraient se poser la question, c'est vraiment juste une identité. Mais c'est essentiel parce que les médias ils reçoivent des centaines de propositions d'artistes chaque semaine, etc. Et on est tous des humains avec nos particularités, mais on est tous aussi un petit peu pareils dans une certaine mesure. Donc, aller chercher justement nos 20-30% d'humains particuliers parmi ces 70% où on est tous les mêmes avec de l'eau et un corps, quoi. C'est ça le boulot, quoi. Et du coup, j'avais une question pour que vraiment les gens puissent comprendre réellement ce que c'est les relations presse. Une fois qu'un artiste vient
parce que du coup, toi, en fait, tu es un peu le relais entre l'artiste et les médias, du coup. Ça se passe comment? C'est une manière beaucoup plus synthétique de le dire que ce que j'ai fait. Oui, mais en soi, c'était très clair comment tu l'as raconté aussi. Du coup, concrètement, ça se passe comment? Alors, moi, je sais comment ça se passe, mais est-ce que tu peux nous expliquer, c'est par quel objet, enfin, pas objet, du coup, mais... Bon, je vais dire le mot, c'est par des communiqués de presse, etc., ce genre de choses. Est-ce que tu peux un petit peu développer juste pour qu'on puisse vraiment comprendre? Ouais, du coup, à partir du storytelling qu'on a défini avec l'artiste, moi je rédige une biographie, je pitch le projet, je mets tout ça dans un beau mail que j'envoie à la cible de médias que j'ai sélectionné. Donc, j'envoie pas tous les projets que je reçois à tous les médias que je connais, je sélectionne. Et ensuite, c'est du relationnel, c'est-à-dire que ces médias-là, je les connais plus ou moins bien, voire très bien. Donc, on peut s'appeler, on peut se parler. Donc, moi, mon but, c'est vraiment en fait, notamment comme je bosse essentiellement sur des artistes émergents, encore assez peu identifiés, voire pas identifiés, mon travail, et les médias me connaissent aussi pour ça, c'est de leur faire découvrir un artiste. Donc, j'essaie toujours de leur raconter un peu toute la profondeur qu'il peut y avoir, sans leur casser la tête. Mais du coup, je fais vraiment du main à main, oreille à oreille. C'est vraiment du relationnel. Souvent, j'aime bien, moi, faire des sessions d'écoute en physique, donc par exemple dans un studio ou dans un lieu adapté, faire une session d'écoute, ramener les médias pour avoir une vraie expérience et aussi juste partager un moment humain. C'est important de garder ça et de pas être full digital, notamment dans les relations presse, mais de manière générale dans la musique. Et ensuite, c'est m'assurer que les médias, quand ils apprécient, s'ils apprécient pas, je peux rien faire. Quand ils apprécient, on puisse faire la meilleure collaboration possible, aussi bien pour le média, qui a besoin d'avoir un éditorial sympa, et pour l'artiste, qui a besoin de raconter son histoire d'une manière qui lui correspond. Et après ce travail-là, je fais une revue de presse, et donc je compile un petit peu tous les relais, tous les contenus qu'on a obtenus. On débriefe avec l'artiste, et comme je bosse essentiellement, du coup, encore une fois, je le dis, avec des artistes émergents, qui des fois sont sur leur première campagne de presse, je fais beaucoup de pédagogie, que ce soit en amont ou en aval sur la revue de presse, pour leur expliquer, voilà, ça c'est les retours globalement des médias, les retours positifs, les retours constructifs, et voilà comment stratégiquement tu peux passer à l'étape d'après, que ce soit médiatiquement ou en termes de communication. Des fois, grâce aux discussions que j'ai avec les médias, on identifie que la communication de l'artiste, elle pourrait s'améliorer de telle ou telle manière, que le rollout, que la stratégie de sortie de l'artiste, elle a été faite comme ça, et que la prochaine fois, ça pourrait être un peu plus pertinent, un petit peu plus optimal, de faire autrement, etc. Je trouve ça super intéressant. C'est l'un de mes métiers préférés dans l'industrie musicale. C'est trop cool, c'est un trop beau métier. Moi, je savais pas que ça existait avant, mais mon rêve de gosse, c'était de faire découvrir des artistes aux gens. Là, c'est vraiment littéralement ça. Donc, avec des tableurs Excel et des mails, donc c'est un peu moins le rêve exact, mais c'est le principe est génial quand t'aimes vraiment ça, ouais. Et il y a évidemment un côté un peu bâtard à faire plein de mails et plein de machins, plein de suivis et à relancer les gens, etc. Faut pas juste vendre du rêve, mais sinon c'est magnifique. Il y a toujours un peu le retour de la carte à chaque métier. Tu parlais du coup de ce côté très relationnel. Ça a l'air d'être important pour toi, puisque récemment tu as créé du coup l'autre partie de Newton Plus, qui est une communauté, si je puis dire ça comme ça. Je vais te laisser l'expliquer parce que je pense que tu le feras beaucoup mieux que moi. Mais j'ai trouvé ça très intéressant et je pense que c'est aussi intéressant de pouvoir en parler, parce que ça pourrait aider des artistes en développement qui pourraient nous regarder. C'est le but en tout cas. Du coup, Newton Plus, c'est quoi ? De manière générale, globale, et désolé, je vais te faire une réponse longue. Je t'en prie. Mais Newton Plus, c'est ma manière d'accomplir le slogan de Newton, les chiffrements de pas la qualité. Parce que si on suit cette logique, la qualité, elle devrait être le premier critère de succès dans la musique. Le problème, c'est que tous les artistes n'ont pas les mêmes chances de faire entendre leur musique, d'être découverts, parce qu'ils n'ont pas tous le même réseau, les mêmes compétences, les mêmes connaissances, etc. Partant de là, moi, j'ai commencé du coup à proposer des services de relations presse, mais aussi de consulting avec des artistes dont la musique était prête à être entendue, à être découverte, pour les aider à briser ce plafond de verre. Mais il me manquait une étape pour les artistes qui sont un petit peu avant, soit encore en construction artistique, soit avec des budgets qui permettent pas de déléguer ou de faire beaucoup de choses en termes de promotion, soit juste, voilà, c'est pas encore le moment pour eux d'aller vers ce genre de service. Je voulais qu'il y ait toute l'expertise Newton accessible au plus grand nombre pour vraiment m'assurer d'égaliser les chances de réussir à développer son projet. Et donc, Newton Plus, c'est du coup une communauté sur laquelle tu trouves des connexions, des formations, des ressources pour
justement briser le plafond de verre, faire connaître ta musique. Donc, pour être un peu plus concret, sur Newton Plus, tu peux aussi bien trouver ton nouveau réalisateur ou ton beatmaker que apprendre à communiquer et apprendre à médiatiser ton projet, par exemple, ou tu peux te renseigner sur une subvention qui va te permettre d'obtenir 5 000 € pour produire ton projet, ou 20 000 € pour produire ton clip, etc. Donc voilà, c'est tout ça, Newton Plus. Je trouve ça très intéressant parce que justement, sur les retours que je peux avoir de LM Talk, mon but, moi, justement, c'est de pouvoir un petit peu briser aussi ce plafond de verre et de pouvoir donner accès aux gens à la connaissance des un peu backstage et de comment est construite l'industrie musicale. Donc, je trouve que c'est une plateforme qui répond à un vrai besoin. Si je ne m'abuse, du coup, il y a une partie, pour être très clair, il y a une partie, du coup, accessible gratuitement et l'autre partie avec un abonnement. En gros, il y a une partie freemium qui est assez extensive en vrai, avec d'une part la partie connexion. Donc là, il y a un annuaire avec tous les graphistes, beatmakers, etc. qui veulent se présenter sur la plateforme pour proposer leurs services. Et donc, les artistes qui viennent sur la plateforme peuvent trouver des gens et créer leur réseau comme ça. Donc ça, c'est gratuit. Il y a toute la partie, il y a une grande partie des ressources aussi qui est gratuite. Donc, ça peut être des essentiels justement sur certaines subventions, sur certaines scènes, sur certaines informations pour créer sa stratégie, pour contacter les médias, etc. Voilà, tout ce que j'estime être globalement essentiel et qui doit vraiment être accessible à tous sans distinction, c'est gratuit. Ensuite, effectivement, les formations, elles sont payantes. C'est pas sur abonnement. C'est vraiment, tu payes un pack, médiatisation, playlisting, communication ou stratégie. Et ça, tu l'as à vie. Et ensuite, si vraiment tu veux aller un petit peu plus loin, tu as différents types d'abonnements. T'as effectivement un abonnement qui te donne accès à des live streams où chaque mois, on va faire un stream sur justement l'industrie musicale, soit avec la communauté et moi, soit avec un invité, par exemple sur le thème des subventions, sur le thème de la programmation, sur le thème de la structuration d'un label, etc. Donc vraiment des choses qui vont aider les artistes à avancer et qui vont leur permettre aussi de se créer du réseau, parce que s'il y a des invités, ils vont pouvoir avoir un contact avec eux, etc. D'autres abonnements qui permettent d'avoir accès à un petit peu plus de ressources, et notamment avec des idées que je mets à jour quotidiennement ou de manière hebdomadaire, justement des bonnes stratégies de contenu, des bonnes stratégies de sortie, voilà, des choses qui permettent aux artistes d'ouvrir un peu leur esprit sur la manière de développer son projet. Et un dernier type d'abonnement qui, à mon avis, est le plus impactant, mais pas forcément le plus accessible, c'est un abonnement avec lequel, chaque mois, on fait un consulting d'1 heure avec l'artiste qui est accompagné. Comme ça, par exemple, le parcours, entre guillemets, idéal auquel j'ai pensé, c'est un artiste, il est membre dormant un peu sur la plateforme, il est en freemium, il sort un projet dans 3 mois, il se dit « Ok, là, je veux le médiatiser, mais j'ai pas trop de budget ». Il se forme sur la médiatisation, il se forme sur la stratégie. Et ensuite, il se fait accompagner pendant 3 mois avec cet abonnement-là où il y a des consultings. Comme ça, il a un suivi. On peut valider la cible médiatique, on peut valider la stratégie de communication, on peut l'analyser aussi chaque mois, voire plus souvent si besoin, mais l'idéal, c'est chaque mois. Et comme ça, il a un vrai suivi sur son accompagnement avant même de pouvoir penser à faire de la relation presse ou des choses comme ça qui sont un petit peu plus coûteuses et sur lesquelles on va chercher un petit peu plus d'enjeux, quoi. Je trouve ça intéressant parce que non seulement ça répond à un besoin, et je pense que aussi ça répond aussi à votre besoin que de justement avoir un système économique qui soit viable aussi pour que Newton puisse exister. Donc franchement, j'étais assez étonnée parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'initiatives de ce type-là. Donc c'est quelque chose que j'avais à cœur d'encourager aussi. Donc, c'est trop gentil, merci beaucoup. Tu aies pu t'exprimer là-dessus. Vu qu'on parle de conseils, etc., on va partir sur la dernière question qui est, toi tu l'as dit tout à l'heure, quand tu as commencé, tu n'y connaissais pas grand-chose, si je ne m'abuse. Juste, j'écoutais de la musique que j'estimais être bonne, vraiment, sinon je connaissais rien. Avec l'expérience, donc j'ai 2 questions en réalité. Si tu avais du coup des conseils pour quelqu'un qui veut se lancer dans la création d'un média, etc., qu'est-ce que tu dirais? Et ensuite, pour les artistes émergents, quels conseils est-ce que tu donnerais justement sur l'aspect peut-être relation presse et médiatisation, etc. Alors, déjà les conseils, il faut les écouter avec beaucoup de mesures, parce que chacun est différent. Mais moi, mon conseil pour lancer un média, c'est ne pas faire comme tout le monde. Vraiment trouver sa niche, sa particularité, sa tonalité, ses formats, etc. Parce que, comme tu l'as dit, il y a déjà plein de médias. Donc, mon conseil, ce serait ça. Et en tout cas, si je voulais voir un nouveau média émerger demain, ce serait un média qui apporte quelque chose de nouveau. Ce qui n'empêche pas que si tu crées un média qui ressemble un peu à tous les autres, tu vas pouvoir réussir à faire un truc super bien et qui attire un énorme public. Mais à mon sens, ce sera moins intéressant.
Et voilà, ce sera une autre méthode. Pour un ou une artiste, avant même de penser à promotion, relations presse, consulting, etc., c'est vraiment se demander si on est allé au bout de ce qu'on veut faire musicalement, de sa particularité, qu'est-ce qu'on apporte musicalement par rapport à ce qui existe déjà, parce que c'est la meilleure manière, le fait d'apporter quelque chose, c'est la meilleure manière d'embarquer les médias, d'embarquer aussi une équipe, d'embarquer tout plein de gens en fait. C'est vraiment la meilleure manière par expérience que je connaisse. Évidemment, pour des artistes qui font une musique qui est déjà un petit peu dans les sonorités qu'on a actuellement, etc., c'est pas du tout un problème. Il y a plein de manières justement de se faire connaître. Mais effectivement, la voie peut-être un peu plus impactante, c'est peut-être d'avoir une singularité, une radicalité particulière. Pour d'autres typologies d'artistes qui existent et qui ont le droit d'exister, qui doivent exister, dans ce cas-là, c'est effectivement essayer de se renseigner avant de faire tout plein de choses. Donc, par exemple, avant d'essayer de faire du marketing via Google Ads ou via Instagram Ads ou via des médias payants, avant de contacter soi-même les médias, ce qui peut être un travail fatigant, etc., se renseigner comment ça fonctionne, qui le fait bien, etc., pour éviter de perdre un temps fou et un argent fou dans un truc qui pourrait se faire de manière un petit peu plus sereine. Donc justement, cette sérénité, c'est ça que j'essaye d'apporter avec Newton Plus. C'est pas fait pour tous les artistes. Tous les artistes n'ont pas envie de gérer à 100% leur projet. D'ailleurs, la plateforme, elle est aussi pensée pour des managers ou des jeunes managers, on va dire, etc. Mais tous les artistes ne sont pas faits pour être au premier plan de toute la gestion de leur projet, comme on peut le proposer sur Newton Plus. En revanche, pour les artistes qui le veulent ou qui veulent juste comprendre, un peu se situer dans l'écosystème, effectivement, se renseigner, avoir des ressources, se créer du réseau, discuter avec d'autres gens, je pense que c'est la meilleure manière de grandir déjà humainement et ensuite en termes de carrière ou d'artistique, quoi. Totalement d'accord. J'espère que cet épisode, en tout cas, aura permis de comprendre un petit peu plus cet environnement-là. Je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi de m'avoir invité à m'exprimer. C'était trop cool. Et je suis content que ça te parle. Ouais, franchement, j'ai passé un très bon moment. Merci beaucoup. Pareillement, merci beaucoup. Merci pour tout. Ok. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à suivre également Théodore, dont je mettrai tous les réseaux sociaux en barre d'infos comme d'habitude. On se retrouve très prochainement dans le prochain épisode de LM Talk avec le ou la prochaine invitée.